Vous essayez d'analyser la semaine dernière les premières idées fondamentales que l'on peut formaliser à propos du conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Et nous avons notamment insisté sur l'idée que l'État d'Israël était le seul État au monde qui à la fois bénéficiait d'une reconnaissance en droit international et qui d'autre part faisait l'objet d'un refus d'un certain nombre d'États, refus que même les États qui reconnaissaient Israël, d'une certaine manière, toléraient. Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi il y a un refus d'Israël, ou plutôt quels sont les arguments qui sont généralement avancés pour justifier le refus d'Israël. Ces arguments sont nombreux, mais nous allons les ramener à 3 arguments. Le premier argument, c'est ce qu'on pourrait appeler le refus ontologique. On refuse l'existence d'Israël parce que l'existence d'Israël en soi est quelque chose de scandaleux, est quelque chose de contre nature, est quelque chose d'inacceptable. Alors, cela peut se formuler à travers un certain nombre de propositions. Si Israël existe, moi je n'existe pas. Si Israël existe, la nation arabe n'existe pas. Si Israël existe, la Palestine n'existe pas. Si Israël existe, l'islam n'existe pas. Et enfin, j'ajouterais, pour faire bonne mesure, bien que cela ne soit pas généralement dit tout haut, mais cela est pensé tout bas, si Israël existe, le monde chrétien n'existe pas. Ce genre de raisonnement qu'on peut présenter comme un raisonnement, un contre-raisonnement, un para-raisonnement, un raisonnement irrationnel, mais néanmoins comme un raisonnement, c'est-à-dire comme une sorte de processus logique, il a pour conséquence de refuser toute espèce de compromis avec Israël et de poser tous les problèmes liés à Israël comme des problèmes de tout ou rien. C'est ce que l'on appelle la logique d'un jeu à somme nulle ou encore une logique binaire, où ce qui est exclut ce qui ne doit pas être. Ce genre de raisonnement, encore une fois, est un type de raisonnement qui est généralement refusé, rejeté par la plupart des Occidentaux qui essaient de discuter de manière raisonnable du problème israélo-arabe ou du problème israélo-palestinien, mais il n'en reste pas moins que c'est quelque chose qui domine totalement le discours politique vis-à-vis d'Israël dans le monde arabe, dans une bonne partie du monde islamique et même dans une bonne partie du monde tout court. La deuxième raison de rejeter Israël, de refuser l'existence d'Israël, c'est ce que j'appellerais le refus stratégique. C'est l'idée que on ne peut pas accepter l'existence d'Israël parce que Israël n'est pas viable. Israël est si petit et confronté à des ennemis qui sont tellement puissants que, quels que soient par ailleurs les sentiments que l'on éprouve vis-à-vis d'Israël, Israël n'est pas viable et donc son existence n'est pas souhaitable et son existence n'est pas digne de soutien. Ce genre de raisonnement, d'une part, sous-tend dans une large mesure
la réflexion géopolitique arabe vis-à-vis d'Israël. À quoi bon reconnaître Israël aujourd'hui si Israël fatalement est appelé à disparaître, si un jour ou l'autre le rapport de force sera tel en notre faveur que Israël disparaîtra de lui-même. Mais c'est aussi un raisonnement qui existe, bien que n'étant pas formulé de manière toujours explicite, c'est un raisonnement qui existe à l'arrière-plan des idées de beaucoup d'Occidentaux, de beaucoup de preneurs de décision dans les grands États de ce monde. Israël est tellement petit qu'il ne peut survivre qu'en obéissant aux conseils amicaux de ses protecteurs, et toute politique d'indépendance nationale ou d'indépendance stratégique de la part d'Israël est suicidaire. Enfin, il y a un troisième refus que l'on pourrait qualifier le refus éthique. Alors, le refus éthique procède d'une argumentation qui, a priori, est une argumentation rationnelle et non cynique. Israël est considéré comme légitime, Israël n'est pas acceptable, du moins dans sa forme actuelle, parce que Israël est un État criminel. Il est criminel parce qu'il a été créé dans le cadre du colonialisme, et le colonialisme est considéré comme criminel. Il est criminel parce qu'il est raciste, il prône ou affirme la supériorité, la suprématie des juifs sur les non-juifs. Il est criminel parce qu'il est théocratique. Chacun sait que un État fondé sur la suprématie d'une religion sur les autres est nécessairement un État criminel. Il est criminel parce qu'il pratique un régime d'apartheid où il y a des citoyens privilégiés, les Juifs et quelques communautés assimilées aux Juifs, et des citoyens considérés comme de seconde zone, en gros les Arabes israéliens ou les Palestiniens qui habitent les territoires partiellement sous contrôle israélien. Dans la mesure où cet État est criminel, on ne peut pas négocier avec lui tant qu'il ne s'est pas engagé à s'orienter vers une paix juste, vers une paix morale. Une paix morale, une paix juste, cela supposera de réparer l'ensemble de crimes qu'il a commis. Et au cœur de tous les crimes que l'on attribue à Israël, il y a un crime fondamental et qui les résume tous, un crime qu'un polémiste anti-israélien, Dominique Vidal, a présenté comme le péché originel d'Israël, c'est l'expulsion des Palestiniens en 1948. L'expulsion des Palestiniens en 1948 est considérée comme une sorte de tare qui, en quelque sorte, parasite tous les actes politiques de l'État d'Israël, et l'État d'Israël est voué à la guerre, il est voué aux sanctions internationales, il est voué à l'opprobre moral international, tant qu'il n'aura pas réparé cette faute première et fondamentale. L'expulsion des réfugiés palestiniens, encore une fois, n'est réparable que par le retour des réfugiés palestiniens. Nous verrons dans quelques instants ce que ce retour peut signifier. Alors voilà les différentes argumentations que l'on entend ou que l'on n'entend pas nécessairement, mais qui en fait sont en place pour justifier, au moins dans l'esprit de ceux qui rejettent Israël, le rejet d'Israël. Nous allons aujourd'hui nous attacher plus particulièrement à la question des réfugiés palestiniens. Alors je voudrais rappeler d'abord quelques chiffres très simples.
En 1947, c'est la dernière fois qu'on a pu faire une estimation de la population de la Palestine mandataire britannique. En 1947, il y avait, selon les autorités britanniques, 1 800 000 habitants en Palestine. La Palestine, c'est la Palestine dans ses frontières mandataires, encore une fois, excluant bien entendu la Transjordanie. Dans cette Palestine mandataire, qui comporte 1 800 000 habitants, il y a 600 000 juifs et 1 200 000 arabes. 2 ans plus tard, en 1949, 600 000 des Arabes palestiniens, la moitié des Arabes palestiniens, sont devenus des réfugiés. Aujourd'hui, les descendants, ces réfugiés, ceux qui parmi ces réfugiés ont survécu, mais aussi leurs enfants, ou leurs petits-enfants, ou leurs petits-enfants, ou leurs arrière-petits-enfants, forment au total une population de plus de 5 millions de personnes. Donc, parmi ceux qui disent que l'État d'Israël a commis un crime vis-à-vis des Palestiniens en expulsant, en chassant, en réduisant à la condition de réfugiés 600 000 Palestiniens, la moitié de la population arabe palestinienne de 1947. Ceux qui affirment cela et qui affirment ensuite qu'Israël ne peut réparer ce crime qu'en organisant le retour des réfugiés, qu'en reconnaissant le droit au retour des réfugiés, ils affirment en fait que Israël doit être prêt à accepter du jour au lendemain l'irruption chez lui de plus de 5 millions de réfugiés, enfants de réfugiés ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants de réfugiés, et prêt à leur assurer toutes les compensations politiques ou économiques ou sociales ou culturelles qui permettraient d'éteindre le dol qui leur a été causé. Alors, bien entendu, nous devons tenir compte, nous allons tenir compte en même temps du fait que s'il y a eu des réfugiés arabes palestiniens pendant la guerre de 1947-48, ce que personne ne nie, ce qu'aucun Israélien ne nie, il y a eu également au même moment plus d'1 million de réfugiés juifs. En 1948, il y a plus d'1 million de juifs qui habitent les pays islamiques. Aujourd'hui, il y a pratiquement 0 juifs qui habitent le monde islamique. En fait, il y a quelques milliers de juifs qui habitent encore le monde islamique, mais quelques milliers par rapport à 1 million, n'est-ce pas, c'est proche de 0. Ce million de juifs qui a été obligé de quitter le monde islamique, ce million de juifs compte aujourd'hui au minimum, les estimations ne sont pas tout à fait précises, mais au minimum, aujourd'hui, il s'est transformé en une population d'au moins à peu près 4 millions de personnes, c'est-à-dire que lorsqu'on prend les réfugiés d'origine qui sont encore vivants, plus leurs enfants, plus leurs petits-enfants, plus leurs arrière-petits-enfants, on arrive à quelque chose comme 4 millions de personnes, dont près de 3 millions, c'est très important, se retrouvent en réalité en Israël. Lorsqu'on rapproche le chiffre des réfugiés arabes palestiniens et le chiffre des réfugiés juifs du monde islamique, on se trouve donc devant une situation que l'on peut décrire comme un échange de population. Il faut savoir que la notion d'échange de population n'est pas en soi criminelle.
je ne dis pas qu'un échange de population soit nécessairement une bonne chose. Je ne dis pas qu'il ne faille pas au maximum éviter une situation telle qu'un échange de population qui implique fatalement un déracinement, un arrachement pour les populations concernées. Je dis simplement que la notion d'échange de population est dans certains cas totalement admise par le droit international et il y a eu un certain nombre de traités, c'est-à-dire d'actes valides d'après le droit international, reconnus en tant que tels par les instances juridiques et judiciaires internationales. Il y a eu donc des traités qui ont organisé ou qui ont validé ex post facto des échanges de population. Ce qui frappera tout à fait notre attention, c'est que on parle tout le temps des réfugiés palestiniens, ils ont un statut international, alors qu'on parle relativement peu, presque pas, des réfugiés juifs du monde arabe et du monde islamique, et que ceux-ci n'ont pas de statut international. Les raisons de cette différence sont nombreuses, nous essaierons de les évoquer un peu plus tard, mais il est certain que si l'on avait constamment à l'esprit le fait qu'il y a eu en face des réfugiés arabes palestiniens des réfugiés juifs du monde arabe et islamique, la vision globale du problème serait considérablement modifiée. Je voudrais d'ailleurs proposer de regarder d'un peu plus près toutes ces questions d'échange de population, d'exode. Nous allons en effet découvrir un certain nombre de faits extrêmement troublants. Alors, je voudrais dans un premier temps vous demander de regarder cette photo. C'est une photo une photo extrêmement célèbre que j'ai trouvée sur Internet, que n'importe qui peut trouver sur Internet. Si vous tapez Robert Capa, petite fille réfugiée, vous avez immédiatement cette photo qui apparaît sur votre écran. Sur un très grand nombre d'exemplaires de cette photo. Elle est légendée de la manière suivante: Robert Capa, petite fille dans un camp de réfugiés en Palestine, 1949. Alors, premièrement, qui est Robert Capa? Robert Capa est un des plus célèbres photographes de guerre des années 30, 40 et 50. Il est mort de manière accidentelle et tragique pendant la guerre d'Indochine, si je me rappelle bien. Il a été très célèbre, il a commencé sa carrière de photographe de guerre pendant la guerre d'Espagne. Il a couvert le débarquement en Normandie en 1944, donc on lui doit quelques-unes des rares photos du débarquement en Normandie en 1944. Et ensuite, Robert Capa, qui était juif, s'est intéressé à Israël et donc il a suivi la guerre d'indépendance d'Israël et les premières années, les tout premiers moments de l'existence de l'État d'Israël. Nous avons donc un photographe qui est pro-israélien, qui est pro-sioniste et qui jette un regard favorable sur la naissance d'Israël. S'il a intitulé cette photo « Petite fille, camp de réfugiés, Palestine, 1949 », c'est parce que cette photo a été classée tout à fait au début de 1949, à un moment où, dans le monde entier, on n'était pas encore habitué avec l'expression État d'Israël. Quand vous retrouvez un Larousse publié dans les années 1950, par exemple, Israël est présenté comme un État juif en Palestine. La notion, si vous voulez, d'une opposition absolue entre Israël et Palestine n'était pas encore formulée. Et donc, en fait,
Kappa, bien entendu, voulait dire que c'est une petite fille qui est une réfugiée juive et qui se trouve dans un camp de réfugiés accueillis par l'État d'Israël lors de sa création en 1948-49. Mais là où je veux en venir, c'est que énormément d'archivistes croient qu'il s'agit d'une photo d'une petite réfugiée arabe palestinienne de 1949. Et donc, Robert Capa, le photographe pro-israélien, se trouve en quelque sorte crédité d'une photo qui montrerait le drame des Arabes palestiniens en 1949, alors qu'en fait, il essaie de montrer le drame, mais aussi l'espoir des Juifs accueillis dans l'État d'Israël, des réfugiés accueillis dans l'État d'Israël. Nous devons nous poser à ce moment une question extrêmement importante. Cette question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un réfugié? Il y a eu énormément de réfugiés dans le monde depuis que le monde existe, et il y en a eu énormément au XXe siècle et au début du XXIe siècle, depuis qu'un statut international de réfugié existe. Disons que c'est au moment, en gros, de la Première Guerre mondiale que pour la première fois, des autorités internationales ont commencé à parler de réfugiés et en termes juridiques. Un statut a été envisagé pour ces réfugiés. Alors je voudrais simplement dire qu'un réfugié, le point de départ, c'est quelqu'un qui est obligé de quitter l'endroit qu'il habite. Il est obligé d'aller ailleurs. Il n'est donc plus dans sa maison. Et s'il est ailleurs, ce n'est pas parce qu'il est en vacances, ce n'est pas parce qu'il est en villégiature, ce n'est pas parce qu'il fait du tourisme, ce n'est pas parce qu'il fait un voyage, c'est parce qu'il y est contraint. Une fois que nous avons dit cela, il apparaît très rapidement qu'il y a 3 types distincts de réfugiés. Quand je dis 3 types distincts, je n'établis pas nécessairement un classement d'ordre moral ou d'ordre émotionnel. Les 3 catégories de réfugiés peuvent être chacune de ces catégories, c'est une catégorie qui souffre et qui est confrontée à une situation dramatique. Mais tout de même, il y a une différence entre 3 formes d'expérience de réfugiés. Premièrement, il y a les personnes qui sont réfugiés parce que de leur propre mouvement et par leur propre volonté, ils ont décidé de se mettre à l'abri ailleurs. Ils ont décidé d'aller ailleurs parce qu'ailleurs, ils se considèrent un peu plus en sécurité. Dans toutes les guerres, dans toutes les situations de révolution, il y a dans toutes les situations également, disons, de crise ou de drame politique, dans des situations de régime politique oppressif, il y a des gens qui font le projet d'aller ailleurs pour pouvoir vivre plus tranquillement et qui mettent ce projet à réalisation. Donc, première notion de réfugié, ce sont les personnes qui, par elles-mêmes, de leur propre volonté, s'installent ailleurs. Deuxième catégorie de réfugiés, ce sont les repliés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un replié? C'est une personne qui est contrainte par une autorité dont elle dépend et qui d'aller quelque part, d'aller ailleurs que l'endroit qu'elle habite, dans son propre intérêt. Je vais donner un exemple auquel on ne pense pas nécessairement, mais qui est très intéressant. En 1939, quand éclate la Deuxième Guerre mondiale, la France décide de replier une partie de sa population vers l'intérieur du pays. Elle demande aux Français
qui habitent le long de la frontière allemande, c'est-à-dire dans les départements alsaciens, en Moselle, dans quelques autres départements, elle leur demande de s'en aller et de se réinstaller provisoirement au centre de la France. Il y a par exemple des régions telles que Limoges, Angoulême, Périgueux, qui deviennent des centres importants d'accueil pour ces repliés. Le replié, c'est quelqu'un qui est un réfugié à la demande de son gouvernement et, en théorie, dans le but d'assurer sa protection. C'est son gouvernement ou son armée qui lui dit qu'il assurera mieux sa protection, notamment s'il y a des combats, en allant vivre ailleurs. Enfin, nous avons des expulsés. Les expulsés sont des gens qui habitent à un endroit et qui sont forcés, qui sont contraints par des méthodes brutales pouvant aller jusqu'à des menaces de mort ou un début de massacre, sont contraints de s'en aller, d'abandonner leur foyer et d'aller ailleurs, dans le meilleur des cas, d'aller dans un autre endroit où ils pourront vivre, et dans le pire des cas, qui sont confrontés à une situation dramatique et peuvent être même amenés à périr. Lorsque nous avons établi cette distinction, nous pouvons voir tout de suite quelque chose. C'est que les Arabes, les réfugiés arabes palestiniens de 1948 ne sont pas tous, n'appartiennent pas tous à l'une de ces trois catégories. En fait, ils se répartissent entre ces trois catégories. Il y a environ 100 000 des réfugiés arabes palestiniens qui appartiennent généralement aux élites sociales palestiniennes, qui quittent la Palestine pour se mettre à l'abri dès le début des troubles qui vont mener à la guerre d'indépendance, c'est-à-dire en gros dès l'été 1947. Les personnes qui s'en vont sont généralement des personnes aisées qui ont des liens de famille avec des pays arabes voisins, notamment le Liban, la Syrie ou l'Égypte, et pour lequel il est relativement facile de se reloger dans ce pays d'accueil avec lequel ils ont beaucoup de liens. Ensuite, nous avons, et cela très tôt, dès 1947, mais le mouvement est surtout important en 1948. Nous avons des repliés. Nous avons environ 300 000 repliés. C'est-à-dire que nous avons des Arabes palestiniens auxquels les autorités arabes, ce sont des armées arabes, ce sont des milices arabes, ou ce sont des autorités à caractère étatique arabe, le Haut Comité arabe de Palestine par exemple. Ces autorités disent à ces populations, nous sommes engagés dans une guerre contre les Juifs, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, mais pour vous éviter d'être pris entre plusieurs feux, eh bien, quittez votre maison, allez vous mettre ailleurs, allez vous mettre à l'abri pour nous permettre de mener nos actions militaires contre les Juifs. Cette situation a été dénoncée d'emblée par les Israéliens. Elle a été confirmée sans cesse par un très grand nombre de témoins arabes palestiniens. Et je voudrais quand même mentionner un dernier cas de ce type. Pendant ce qu'on appelle la deuxième guerre du Liban, c'est-à-dire en 2006, à un moment où, nous le savons, le Hezbollah libanais bombardait Israël de manière assez intense, à un moment où une très grande partie de la population juive israélienne du nord du pays s'est repliée, ou si vous préférez, réfugiée pour préserver sa sécurité physique vers le centre du pays, dans la région de Tel Aviv et de Jérusalem. À ce moment-là,
il y a eu un discours de dirigeants du Hamas dirigé vers les Arabes israéliens de Galilée, leur disant « Nous sommes en train d'anéantir les Israéliens en Galilée, partez vous aussi, mettez-vous à l'abri pendant que nous détruisons les Israéliens. » Alors, les Arabes israéliens ont été vraiment sous le choc lorsqu'ils ont entendu cela, parce que beaucoup d'entre eux ont, pendant des décennies, essayé de nier ou d'oublier le fait qu'en 1948, une grande partie des réfugiés arabes de 1948 avaient été incités à s'en aller par des dirigeants arabes. Or, voilà que de manière tout à fait explicite, à nouveau, des dirigeants arabes incitaient des Arabes, en l'occurrence des Arabes israéliens de Galilée, à quitter leur maison pour faciliter l'action militaire des Arabes contre Israël. Enfin, il y a eu entre 200 000 et 300 000 Arabes palestiniens qui ont été des expulsés, c'est-à-dire qui ont été contraints par la force d'abandonner les endroits où ils vivaient. Ils ont été contraints par l'armée israélienne, par les forces militaires israéliennes, de s'en aller, d'abandonner leur maison, décisions qui ont été prises pour des motifs stratégiques, qui sont des motifs stratégiques, donc des motifs de survie, étaient prises de manière tout à fait explicite par les autorités israéliennes. C'est chez les Juifs, dans le million de réfugiés juifs concomitants, il y a eu environ 500 000 réfugiés, c'est-à-dire 500 000 juifs qui sont partis pour se mettre à l'abri d'une façon ou d'une autre. Quand je dis partis pour se mettre à l'abri d'une façon ou d'une autre, cela peut signifier partir en abandonnant tous ses biens, cela peut signifier partir dans des conditions dramatiques, mais néanmoins, ils sont partis par leur propre mouvement et non pas sous la pression brutale des pays où ils se trouvaient. Et par contre, il y a eu 500 000 autres réfugiés qui ont été effectivement expulsés. En revanche, il y a eu très très peu de personnes qui entrent dans la catégorie de repliés, encore qu'il y en ait eu. Il y a eu quelques Israéliens de 1948 qui ont été conduites à quitter les endroits où ils vivaient à la demande des autorités militaires israéliennes de manière à faciliter l'action de l'armée israélienne. Je précise que parmi les réfugiés juifs de cette époque, il y a eu des réfugiés juifs en 1948 de Palestine ou d'Eretz Israël. Vous avez d'abord les réfugiés juifs de Jérusalem. Vous savez que la vieille ville de Jérusalem est tombée entre les mains de la population, de l'armée arabe, de la Légion arabe de Transjordanie, et que, à la suite de cette victoire arabe, la population juive du quartier juif de la vieille ville a été entièrement expulsée, a été contrainte à s'en aller. Je vais essayer. Ah non, c'est pas ça du tout. Attendez. Donc, j'espère que là, voilà. Alors ça, c'est une photo d'époque publiée, comme vous le voyez dans Life, et qui montre un vieux juif de Jérusalem au moment de l'expulsion des juifs de Jérusalem. Et je pense que là encore, ah non, c'est encore une mauvaise photo. Bon, non. Nous essaierons de... Ah, peut-être ceci, non. Il y a un problème quelque part avec certaines photos. Ne revenons pas là-dessus. Donc, je vais tout de même... Voilà. On reste avec cette photo des réfugiés juifs de Jérusalem.
Les réfugiés arabes de Palestine, nous disons aujourd'hui qu'il y en a eu à peu près 600 000. Nous raisonnons d'une manière très simple. Nous raisonnons en fonction de chiffres qui ont été réunis par les organisations qui essayaient de gérer le sort des réfugiés à cette époque. Mais nous allons tout de suite constater que nous nous trouvons en réalité devant une situation bizarre où il y a plus de réfugiés que physiquement il ne pouvait y en avoir. Le 10 septembre 1948, l'ONU estime qu'il y a 360 000 personnes déplacées arabes en Palestine. 360 000. Nous sommes le 10 septembre 1948, c'est le moment, vous le savez, où les Israéliens sont en train de prendre l'offensive sur tous les fronts et sont en train, en fait, de gagner la guerre d'indépendance. Le 18 octobre 1948, c'est-à-dire environ 5 semaines plus tard, les mêmes autorités internationales parlent de 472 000 réfugiés arabes de Palestine. Et en décembre 1948, ces mêmes autorités parlent de 750 000 réfugiés arabes de Palestine. Quand on arrive à 750 000, évidemment, on est obligé de s'arrêter parce que cela tendrait à dire que plus de la moitié de la population arabe palestinienne a été contrainte à l'exil et nous avons par ailleurs toutes sortes de chiffres et d'outils statistiques qui permettent de constater qu'il n'en est rien. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer un phénomène que les autorités internationales, pendant environ 3 ans, vont sans cesse constater et dénoncer. Il se passe que un très grand nombre de personnes qui ne sont pas des réfugiés se font inscrire comme réfugiés arabes de Palestine. Qu'il s'agisse d'habitants arabes de Palestine qui ne sont pas réfugiés, ou encore d'habitants des pays voisins où il y a une population réfugiée importante, qui décident de se faire passer pour réfugiés arabes palestiniens. La raison essentielle de ce phénomène, c'est que les autorités internationales accordent aux réfugiés arabes de Palestine un statut extrêmement avantageux sur le plan de l'aide matérielle, sur le plan de l'aide financière et sur le plan de l'aide à long terme, par exemple d'une aide en matière médicale ou d'une aide en matière éducative. Ce qui fait que dans un contexte où la plupart des populations du Moyen-Orient à cette époque relèvent de ce qu'on appelle le monde sous-développé, relèvent de ce que l'on n'appelle pas encore le tiers-monde, vivent donc dans des conditions matérielles extrêmement frustres. Il se trouve que paradoxalement, le statut de réfugié qui implique des aides établies par des Européens à partir de l'expérience que ces mêmes Européens ont pu avoir en Europe à la suite de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ces aides, en fait, assurent un statut, un mode de vie supérieur à ce qu'aurait été normalement le statut ou le mode de vie naturel dans ces régions. Il y a un intérêt matériel à se faire enregistrer comme réfugié. Je passe sur les péripéties que connaissent les organisations internationales. L'essentiel, c'est que en juin 1951, les organisations qui s'occupent des réfugiés arabes de Palestine passent un accord avec les pays arabes qui ont reçu
des réfugiés arabes. Et cet accord spécifie que on plafonne le nombre de réfugiés palestiniens à 1 million de personnes. On décide qu'il y a eu 1 million de personnes. On n'enregistre plus de nouveaux réfugiés palestiniens à partir de juin 1951. Mais 1 million de personnes, c'est déjà en l'espace de 2 ans, 250 000 personnes de plus qu'on en avait noté en décembre 1948, et c'est à peu près 2 fois plus que le chiffre, disons, le plus fort, le plus important, que l'on pouvait calculer à partir d'observations sur le terrain au moment des événements. Cela impliquerait, si l'on retient cette idée d'1 million de réfugiés palestiniens, c'est le chiffre qui est avancé en 1951, ça voudrait dire que la quasi-totalité de la population arabe de Palestine a été expulsée, ce qui n'est pas le cas, puisque une population arabe extrêmement importante subsiste à Gaza et en Cisjordanie, qui sont des zones contrôlées par l'Égypte et par la Jordanie, et que par ailleurs 120 000 Arabes sont restés dans le cadre de l'État d'Israël, n'ont nullement quitté leur foyer et sont restés tout à fait dans leur foyer. Donc, nous avons une inflation extrêmement rapide pour les raisons que je viens d'examiner, mais ce qui est important, c'est que on décide qu'il y a un plafond en juin 1951. On ne reviendra jamais sur cette notion. On décidera simplement que tous les réfugiés palestiniens le sont à vie. Ils cessent d'être réfugiés palestiniens seulement si, par eux-mêmes, ils décident de renoncer à cette qualité, et que non seulement ils sont réfugiés palestiniens à vie, mais qu'ensuite cette qualité de réfugiés palestiniens passe de manière héréditaire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas de limite posée pour cette qualité. Il passe donc, le statut est héréditaire, ce qui explique le fait que nous arrivions aujourd'hui à des chiffres considérables, des chiffres de plus de 5 millions de réfugiés ou de descendants de réfugiés palestiniens. Monsieur Gerfinkel, cette résolution donc de décider que ça passe finalement de père en fils d'être un réfugié palestinien, c'est cet accord-là, il est fait par l'ONU ou par qui exactement? Eh bien, ceci a été en fait, c'est l'ONU. Il n'y a pas une déclaration de l'ONU. Il y a simplement, si vous voulez, des mesures qui explicitent le fonctionnement de l'aide aux réfugiés palestiniens. Et dans ces mesures explicites, à un moment, on a décidé que les enfants de réfugiés pouvaient bénéficier de la qualité de réfugiés, et par la suite, quand les enfants eux-mêmes ont eu des enfants, on a appliqué automatiquement cette transmission. C'est comme ça que les choses se sont faites, et personne, à commencer par exemple par les Israéliens, n'a jamais soulevé ce problème et exigé que l'on mette fin à cette situation. Je voudrais aborder un autre aspect extrêmement important de toute cette question. C'est que, bien entendu, les réfugiés palestiniens, arabes palestiniens, ou même les réfugiés juifs du monde arabe et du monde islamique, n'ont pas été au XXe siècle, au début du XXIe siècle, les seuls réfugiés sur la Terre. Il y a eu en fait beaucoup plus de réfugiés sur la Terre. Je vais essayer de faire défiler quelques images pour nous remémorer un certain nombre d'autres cas. Alors, les réfugiés que nous voyons sur cette photo, ce sont des Allemands chassés de provinces allemandes par les Russes, les Polonais
et les Tchèques en 1945. Bien entendu, nous n'essayons pas de nous apitoyer outre mesure sur ces populations. Je sais que Dieu est toujours en faveur de celui qui souffre et qui souffre injustement, même s'il s'agit d'un criminel, mais l'important, c'est de savoir que ces populations allemandes, qui ont été très largement complices des atrocités nazies, ont été expulsées par la force, dans des conditions dramatiques, par les Russes, par les Polonais et par les Tchèques en 1945. Il y a eu au total 7,5 millions de réfugiés allemands en 1945, c'est-à-dire 10 fois plus de 10 fois plus que de réfugiés palestiniens et 7 fois et demi plus que de réfugiés juifs des pays arabes ou du monde islamique. Je vais continuer. Ceci, ce sont des trains en Inde, entre l'Inde et le Pakistan en 1947. Au moment de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, il y a une série de massacres qui éclatent dans les deux pays et il y a des vagues de réfugiés, il y a des millions de réfugiés qui, de part et d'autre, les musulmans essaient de se mettre à l'abri, les musulmans tentent de se réfugier dans les deux pays musulmans, c'est-à-dire le Pakistan ouest et le Pakistan est, et les hindous essaient de se réfugier, quittent le Pakistan est et ouest et essaient de se réfugier en Inde. Ces réfugiés qui deviennent réellement des réfugiés, ce sont des gens heureux parce qu'ils n'ont pas été massacrés. Nous ne comptons pas les personnes qui ont été massacrés dans cet événement. Mais là encore, le chiffre total de réfugiés est incommensurable avec le nombre de réfugiés palestiniens et même avec le nombre de réfugiés juifs des pays arabes. Alors là, je suis un petit peu perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Oh là 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 là. Je ne sais plus. Est-ce que vous me voyez toujours? Appuyez sur échappe. Le problème, c'est que je ne vois plus d'échappe. Voilà. Sur votre clavier. Sur mon clavier. Écoutez, en haut à gauche, escape. Oui, d'accord. Oui. Appuyez, voilà. Oui, le problème, c'est que je voudrais revenir. J'ai mon image en grand, là. Je voudrais... Bon, écoutez. Les commandes. Reprenez les commandes, ça vaudra mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, on pourrait continuer. Ceci, ce sont les boat people vietnamiens à la fin des années 70. Ceci, ce sont les boat people cubains. Et ceci, ce sont les migrants d'aujourd'hui, la crise des migrants. Vous savez que l'Europe s'attend à recevoir 1 million ou 2 millions de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient. Vous connaissez les appels pour accueillir ces réfugiés qui sont venus des autorités de l'Union européenne, des autorités religieuses, de la chancelière allemande, etc. Encore une fois, il s'agit de nombre de réfugiés qui sont de très loin plus importants qu'il n'y a jamais eu de réfugiés arabes palestiniens ou même de réfugiés juifs des pays arabes et des pays islamiques. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les réfugiés ne sont pas égaux entre eux. En effet, au niveau de l'ONU, il y a deux organisations qui s'occupent des réfugiés. Il y a une organisation qui s'appelle l'UNRWA, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés de la guerre du Moyen-Orient. L'UNRWA, en fait, ne s'occupe que des réfugiés arabes palestiniens.
Et il y a une deuxième organisation qui s'appelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui s'occupe de tous les autres réfugiés dans le monde. Cette situation existe depuis le début des années 50. D'un côté, l'UNRWA, qui ne s'occupe que des réfugiés arabes palestiniens, de l'autre côté, le Haut Commissariat des Nations Unies, qui s'occupe de tous les autres réfugiés. Nous allons prendre des chiffres récents. À la fin de la décennie 2000, donc à peu près vers 2010, l'UNRWA s'occupe donc officiellement de approximativement 5 millions de réfugiés. L'UNRWA disposait de 24 000 employés et elle disposait d'un budget de 500 millions de dollars par an. Au même moment, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui s'occupe de tous les autres réfugiés dans le monde, le Haut Commissariat disposait de 6 260 employés et il disposait d'un budget qui était approximativement de 1 milliard de dollars. En d'autres termes, et il y a à peu près, en 2010, il y a à peu près, entre 2010 et 2015, il y a à peu près 50 millions de réfugiés pris en charge par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Donc, en termes clairs, nous avons près de 80% des personnels des Nations Unies qui s'occupent de réfugiés, près de 80% de ces personnels qui sont affectés aux réfugiés palestiniens. Et un tiers des budgets totaux des Nations Unies pour les réfugiés qui sont affectés aux Palestiniens. Lesquels Palestiniens forment, à tort ou à raison, et beaucoup plus à tort qu'à raison, forment aujourd'hui 10% du total des réfugiés homologués dans le monde. Tandis que, encore une fois, si l'on renverse les chiffres, tous les autres réfugiés dans le monde ne disposent que de 20% des personnels totaux des Nations Unies qui s'occupent des réfugiés et ne disposent que de 70% des budgets complets, alors qu'ils représentent plus de 90% de tous les réfugiés homologués dans le monde. Venons-en à un dernier point. Une fois que nous avons dit tout cela, on peut certainement affirmer que peut-être qu'il y a beaucoup d'injustice et d'arbitraire dans l'attribution d'un statut de réfugié aux Palestiniens et dans l'attribution d'un certain nombre d'avantages, notamment budgétaires, aux Palestiniens par rapport aux autres réfugiés dans le monde, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont des réfugiés et qu'il y a, vous entendez constamment cette formule, qu'il y a un droit imprescriptible au retour qui s'exerce en faveur des réfugiés. Tous les réfugiés dans le monde, donc les réfugiés palestiniens aussi, auraient le droit de rentrer chez eux. Et qu'en fonction de ce droit, même si l'on estime qu'il y a eu un problème de réfugiés juifs des pays arabes et islamiques, même si l'on imagine que les réfugiés palestiniens ont été traités de manière outrageusement favorable par rapport aux autres réfugiés dans le monde, il y a quand même un droit fondamental et Israël ne peut pas ignorer ce droit. Alors, cette notion d'un droit au retour, je dirais d'abord, c'est très important, qu'elle n'existe pas en droit international. Il n'y a aucun traité international, il n'y a aucun acte international, il n'y a aucun article de la Charte des Nations Unies, il n'y a aucun article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui parle d'un droit au retour de réfugiés dans le monde. Et ceci s'applique à tous les réfugiés dans le monde. La raison fondamentale pour laquelle un tel droit n'existe pas, c'est que les juristes, en général, évitent de poser un droit
lorsque ce droit ne peut pas être mis en application. On préfère donc, dans ce cas-là, ne pas formuler de droit, puisqu'on sait que ce droit ne pourra pas être mis en application. Il y a que tout simplement, lorsqu'on est réfugié, quelle que soit la modalité sous laquelle on est réfugié, généralement c'est parce qu'il y a une situation de crise aiguë qui se produit dans le pays que l'on habite ou dans la région du monde que l'on habite, et que par conséquent, cette situation de crise, de chaos, elle-même empêche de pouvoir faire valoir de manière tangible ses droits à un éventuel retour. Donc, en fonction de ces notions, aucune idée de droit au retour n'existe sur le plan du droit international. Ce qui reste, ce qui est tout à fait réel, c'est la possibilité pour un État donné, quel qu'il soit, de décréter qu'il accorde un droit au retour, c'est-à-dire le droit à s'installer ou à se réinstaller chez lui, à telle ou telle autre catégorie de population qu'il considère comme sienne. Par exemple, Israël, par la loi du retour, reconnaît un droit au retour à l'ensemble du peuple juif en terre d'Israël. Mais également, par exemple, la République fédérale d'Allemagne, par une loi analogue, reconnaît un droit au retour à toute population allemande souhaitant s'installer, prouvant qu'elle est d'origine allemande et souhaitant s'installer en Allemagne. Et il y a eu, depuis la création de la République fédérale, c'est-à-dire depuis 1949, il y a eu plus de 10 millions d'Allemands qui ont bénéficié de cette loi. Enfin, je donnerai un dernier exemple. Il a existé en France une loi analogue en faveur des descendants des Huguenots, des protestants chassés par Louis XIV. Cette loi a été abolie en 1945 parce qu'on s'est rendu compte qu'elle allait permettre à beaucoup d'Allemands de venir s'installer en France, notamment d'anciens nazis, puisque beaucoup de Huguenots s'étaient réfugiés en Allemagne au XVIIe siècle. Mais il y a une autre loi qui existe et qui même a été promulguée à plusieurs reprises en Espagne, qui prévoit un droit du retour analogue pour les juifs séfarades qui ont été chassés par les rois catholiques en 1492. Donc, un État peut décider, il a parfaitement le droit de décider qu'il accorde un droit au retour à telle ou telle autre catégorie de personnes. Mais en droit international, le droit du retour n'existe pas parce qu'on sait que ce retour ne serait tout simplement pas applicable. Alors, on affirme cependant qu'il y a une résolution des Nations Unies, la résolution 194, qui a été adoptée le 11 décembre 1948, et l'on affirme que cette résolution aurait établi un droit au retour en faveur des réfugiés arabes palestiniens. Je vais donc, avec vous, relire les passages pertinents de la déclaration 194 de la résolution 194 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je précise d'abord que cette résolution porte sur la résolution du conflit israélo-arabe en général. Donc en fait, elle aborde un très grand nombre de problèmes et le droit, la notion d'un retour de réfugiés, la notion d'un problème de réfugiés n'est que l'un des problèmes évoqués dans cette résolution. Que dit le paragraphe qui parle des réfugiés, qui est le paragraphe 11? Je vous lis intégralement ce texte et nous pourrons peut-être faire circuler ce texte si nécessaire par la suite. L'Assemblée générale. Ah oui, je précise, j'ai dit tout à l'heure par erreur que c'était la résolution 194 du Conseil de sécurité, je me suis trompé, c'est la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça a beaucoup d'importance parce que l'Assemblée générale peut passer des résolutions, celles-ci n'ont aucune valeur exécutoire à la différence des résolutions du Conseil de sécurité.
Donc, il est important de noter que de toute manière, la résolution 194 émane simplement de l'Assemblée générale et non pas du Conseil de sécurité. Maintenant, que dit cette résolution au paragraphe 11? L'Assemblée générale résout que les réfugiés qui désireraient retourner dans leur foyer et vivre en paix avec leurs voisins, puissent être autorisés à le faire dès que possible, et que ceux qui choisiraient de ne pas rentrer puissent être indemnisés pour la perte ou la détérioration de leurs biens par les gouvernements ou autorités responsables, conformément aux principes de la loi internationale et en équité. L'Assemblée générale donne instruction à la commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation, la réhabilitation économique et sociale des réfugiés, le paiement des indemnités, et de rester en contact étroit avec le directeur des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés de Palestine et par son intermédiaire avec les organes et agences appropriés des Nations Unies. Il faut lire encore une fois intégralement ce paragraphe. Ce paragraphe dit « Les réfugiés qui désireraient retourner dans leur foyer et vivre en paix avec leurs voisins ». Ce point est absolument fondamental. C'est-à-dire que l'Assemblée générale des Nations Unies, qui n'a pas de pouvoir, qui ne peut que présenter des vœux, qui n'a pas le pouvoir de présenter des décisions exécutoires, elle présente donc le vœu, le souhait que les réfugiés qui voudraient rentrer chez eux pour vivre en paix avec leurs voisins puissent le faire et que, par ailleurs, on puisse procéder à leur réinstallation, leur réhabilitation économique, etc. Il ne s'agit pas ici d'un droit absolu au retour, il s'agit simplement de dire que dans des conditions idéales, les réfugiés, en effet, pourraient avoir bénéficier de la bienveillance internationale pour rentrer dans leurs anciens foyers. Vivre en paix est le mot absolument fondamental. Alors là-dessus, il y a, quand je dis que c'est tout à fait fondamental, ce n'est pas mon commentaire. C'est le commentaire d'un très grand nombre de juristes qui ont été à mon opinion de ce paragraphe. Et ces juristes ont tous insisté sur le fait que cela signifiait d'abord que dans l'hypothèse où ces réfugiés rentreraient dans des maisons qu'ils auraient occupées sur le territoire de l'État d'Israël, cela signifierait que ces réfugiés reconnaîtraient l'État d'Israël, l'autorité de l'État d'Israël et accepteraient de vivre en bonne intelligence avec la population juive de l'État d'Israël. Mais plus encore, ces mêmes autorités juridiques internationales ont de manière unanime, et cela pendant très longtemps, insisté sur le fait que les autres éléments de la résolution sont tout aussi importants, c'est-à-dire que le fait que les réfugiés puissent bénéficier, par exemple, d'une réhabilitation économique, c'est-à-dire, en d'autres termes, d'une aide qui leur permette de mener une vie normale en quelque endroit qu'ils se trouvent, était aussi importante que le fait de pouvoir rentrer éventuellement dans les maisons, dans les localités qu'ils avaient occupées. Nous avons un cas tout à fait donc extraordinaire, mais ce n'est pas le seul, où un texte des Nations Unies a été interprété pour signifier exactement le contraire de ce qu'il était censé signifier. Nous avons essayé, encore une fois, d'explorer le problème des réfugiés et surtout d'essayer d'appréhender les raisons pour lesquelles ce problème des réfugiés était considéré comme le crime fondamental de l'État d'Israël. Nous aborderons d'autres aspects du conflit israélo-arabe dans nos entretiens ultérieurs dès lundi prochain.
Merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir de se retrouver pour ce deuxième cours. S'il y a des questions, c'est le moment d'ouvrir votre micro ou par chat de poser vos questions. Alors, en attendant que les gens se décident, moi j'avais une question. Est-ce que le fait que les enfants de réfugiés sont considérés comme réfugiés, donc on l'a vu avec les Palestiniens, est-ce que c'est valable avec les autres réfugiés d'autres pays, comme on a vu par exemple entre le Pakistan, etc. Je réponds catégoriquement non. Aucune disposition de ce type n'a été prise en faveur des autres populations de réfugiés. Le seul point est que les autres populations de réfugiés bénéficient d'une aide tant qu'elles sont en situation de détresse. On peut comprendre cela. Donc, effectivement, cela peut, je prends le cas par exemple de réfugiés en Afrique centrale ou de réfugiés en Afghanistan, cela peut couvrir parfois jusqu'à 3 générations de personnes. Mais il n'y a aucune notion de transmission héréditaire des droits qui existe dans le cas de ces réfugiés. Parce que, tout simplement, dans tous les problèmes de réfugiés qui relèvent du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, on procède systématiquement et périodiquement à une réévaluation du nombre de réfugiés, à un contrôle de la qualité réelle de réfugiés, un contrôle de la situation de détresse auxquelles les réfugiés sont soumis, toutes choses qui ont été abandonnées depuis 1951 en ce qui concerne les réfugiés palestiniens. Merci. Est-ce que vous avez des questions, chers participants? Ok, alors un grand merci à M. Gerfinkel. Et donc on se retrouvera, si Dieu veut, nous, la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve, si Dieu veut, dès demain, puisqu'on aura demain le plaisir d'avoir, une seconde, d'avoir qui? D'être avec le Rav Eli Klink. Le Rav Eli Klink commence une série de cours demain. La semaine dernière, il n'a pas pu être présent. Il commencera une série de cours de Adam jusqu'à Abraham. Donc c'est 2000 ans de chaos qu'il va essayer de développer en 12 cours. De Adam à Abraham avec Eli Klink. Demain, on se retrouve. Merci beaucoup. Shalom à tous. Merci. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.linmod.org.